Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, toujours en numérique, toujours dans le cadre, bien sûr, du confinement dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai pas eu beaucoup de questions de votre part, mais toujours selon le principe de notre échange, n'hésitez pas au cours de mon intervention à m'interpeller sur différents sujets, à me poser des questions, à me faire des propositions. On essaye, voilà, dans le cadre numérique dans lequel nous sommes, eh bien, de maintenir ce lien et de maintenir ce dialogue entre nous. Alors, je voulais vous parler de 3-4 sujets ce soir, qui étaient un petit peu les sujets d'actualité durant la semaine qui se termine. Vous avez peut-être suivi qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu une grande discussion qui n'est pas encore totalement terminée d'ailleurs, sur une proposition de loi émanant de deux députés de La République En Marche, de la majorité donc, puisque vous savez qu'en fait, sans rentrer dans les détails, mais c'est intéressant aussi de savoir comment ça fonctionne, à l'Assemblée nationale, il y a deux types de lois. Il y a les projets de loi qui sont déposés par le gouvernement, et il y a les propositions de loi, c'est quand l'initiative émane d'un ou plusieurs députés. Donc là, il s'agissait d'une proposition de loi allant dans le sens intitulé Sécurité globale, allant dans le sens d'un renforcement des pouvoirs de la police et plus particulièrement d'ailleurs des pouvoirs de la police, des polices municipales. Et donc c'était l'objet de la discussion tout au long de la semaine qui s'achève. Ce qui nous a permis avec certains collègues, et en ce qui me concerne également, de déposer un certain nombre d'amendements, parce que globalement, j'ai considéré que la loi allait dans le bon sens, et je l'avais dit pendant la campagne électorale, à un moment donné, il faut faire preuve de bon sens, et je considérais que les lois qui vont dans le bon sens, eh bien, il n'y a pas de raison, peu importe d'où elles viennent, peu importe si l'initiative vient d'un groupe ou d'un autre, j'avais toujours dit que les lois qui me semblaient aller dans le bon sens, je les voterais. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire pour la loi qui a été déposée donc, sur la sécurité globale, même si d'abord j'estime qu'elle va dans le bon sens. Ici ou là, elle aurait mérité d'être renforcée. C'est ce à quoi, avec mes collègues, d'ailleurs, on s'est évertué tout au long de la semaine. Mais à un moment donné, une petite avancée vaut mieux que pas d'avancée du tout, et c'est ce que je vais retenir. Et c'est ce qui va guider mon vote favorable à cette proposition de loi. Et c'est vrai que tout au long de la semaine, j'ai déposé un certain nombre d'amendements. Un amendement, c'est quoi? C'est quand il y a une proposition ou un projet de loi qui est déposé à l'Assemblée nationale, un député ou plusieurs députés peuvent déposer des articles complémentaires, des modifications, des rajouts ou des changements. Et ces rajouts, ces changements s'appellent des amendements et sont soumis au vote et font partie de la discussion sur le texte de loi. Et donc c'est ce que j'ai fait ici ou là dans différents domaines, parce qu'il se trouve que voilà, la police municipale, c'est un sujet que je connais bien, la sécurité d'ailleurs c'est un sujet qui à la fois me motive et me mobilise, et là encore, durant la campagne électorale, j'avais beaucoup parlé de la restauration de l'autorité de la sécurité. On n'y est pas encore, parce que cette loi est très insuffisante, mais néanmoins elle marque un certain nombre d'évolutions positives. Et la police municipale, c'est un sujet que je disais que je connais bien, puisque pendant 19 ans, à la mairie de Colmar, entre 2001 et 2020, j'étais en charge justement de la police municipale. Et j'ai déposé pas moins de 35 amendements, j'en ai signé en tout une cinquantaine sur le sujet. Il y en a très peu qui ont été d'ailleurs retenus, puisque forcément on n'est pas majoritaire et c'est la majorité qui l'emporte. Dans une démocratie, évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est parfaitement respectable, même si on n'est pas d'accord, on peut le dire, on l'exprime, et puis à un moment donné, la majorité s'impose. J'avais notamment proposé, mais si vous regardez les publications que j'ai faites ces derniers jours, je ne vais pas y revenir, et vous l'aurez également dans le compte-rendu de la semaine que je vous fais parvenir systématiquement à partir du samedi midi, que je publie tous les samedis midi. J'avais demandé notamment à ce que la police municipale puisse effectuer des contrôles d'identité. Parce que, on ne le sait pas toujours, mais aujourd'hui, d'après la loi, la police municipale, les policiers municipaux ne sont pas en droit d'exiger la présentation des papiers d'identité. Et j'ai interpellé le ministre sur le sujet en lui disant notamment que j'ai du mal à comprendre, dans la mesure où
on le sait bien, si on va dans un magasin et qu'on paye par chèque, une grande surface, et dans les magasins, quand ils seront réouverts, j'avais eu ce petit trait d'ironie à l'encontre du ministre pour rappeler la situation qu'on déplore tous, j'y reviendrai d'ailleurs, fermeture des commerces, eh bien, quand on paye par chèque, un caissier, une caissière nous demande une pièce d'identité. Donc pourquoi ce que peut faire un caissier ou une caissière, un policier municipal qui représente l'autorité, qui est assermenté, qui est formé, ne pourrait pas le faire? Voilà, malheureusement, cet amendement-là n'a pas été retenu. C'est dommage, ça aurait pu constituer une avancée, un renforcement des pouvoirs de la police municipale. De même que les policiers municipaux, quand ils interpellent quelqu'un, n'ont pas accès aux fichiers comme peut avoir accès à la police ou la gendarmerie. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien se retrouver devant un individu très dangereux, recherché. Comme ils n'ont pas accès aux fichiers, à part celui concernant les permis de conduire ou les immatriculations, comme ils n'ont pas accès aux autres fichiers, ils peuvent très bien se retrouver devant un individu dangereux sans le savoir. Ça n'a pas été retenu non plus ni par le rapporteur de la proposition de loi, ni par le gouvernement, c'est dommage. J'ai déposé également un certain nombre d'amendements visant à renforcer ici ou là le pouvoir des brigades vertes, qui jouent un rôle important. On parle de la police nationale, des gendarmes. Les brigades vertes jouent un rôle important dans le respect des arrêtés concernant notamment l'environnement, la propreté, la salubrité. Ils sont très présents à Colmar dans les parcs et jardins de la ville. Mais ici ou là, il manque un peu aussi d'autorité parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir. Et là, j'ai 2 amendements, et c'est la première fois d'ailleurs que c'est le cas. C'est rare que les amendements de l'opposition puissent être acceptés par la majorité. Et j'ai eu la chance et le plaisir de voir un de mes amendements accepté, celui qui renforce les pouvoirs judiciaires, notamment des brigades vertes. Donc vous voyez, voilà, on peut très bien, ce que je veux dire par là, c'est que même quand on est dans l'opposition, ce qui est mon cas, on peut très bien et on doit avoir cette vision constructive, essayer de faire progresser les lois, essayer de faire progresser les textes, se battre pour les idées auxquelles on croit. Et parfois ça fonctionne parce qu'on n'a pas toujours face à nous non plus des gens totalement fermés, il faut le dire. Et tant mieux pour la démocratie, et tant mieux pour le travail parlementaire. Ça c'était un sujet, vous avez vu aussi d'ailleurs, c'était mardi soir qu'il y a eu énormément d'agitation autour de l'Assemblée nationale, et notamment des protestations émanant beaucoup de partis politiques ou de syndicats d'extrême gauche qui se sont terminés d'ailleurs mardi soir très tard par des jets de pierre, par des jets de projectiles, par des soucis de sécurité. Une fois de plus, dans ce pays, c'est vrai qu'on peut manifester, le droit de manifester est important, mais ce qui est inacceptable, c'est que ceux qui manifestent se livrent à des actes de vandalisme, à des actes de violence, parce que ça, c'est évidemment inacceptable pour le coup. Et donc les séances ont duré très longtemps, hein. J'étais dans l'hémicycle mardi soir et mercredi soir jusqu'à minuit et demi pour faire ce travail, mais voilà, c'est l'engagement, évidemment, c'est le mandat que vous m'avez confié, et j'essaie de le mener du mieux que je peux et dans le respect de ce que j'avais dit. Autre sujet d'actualité sur lequel je suis intervenu, c'est la fermeture de Fessenheim. Ça, c'est pas un sujet d'actualité, mais ce qui m'a fait bondir cette semaine, en l'occurrence hier, c'est les propos tenus par la ministre de la Transition écologique et du Développement durable, Madame Pompili, qui, je crois que c'était sur BFM, en tout cas sur une radio BFM ou France Info, avouait que si nous devions avoir cet hiver, un hiver rigoureux, un vrai hiver, eh bien nous pourrions avoir des soucis de rupture de production et des coupures de courant. Et c'est précisément ce sur quoi, avec d'autres collègues qui se sont battus contre la fermeture de la centrale de Fessenheim, qui, je le répète, cette décision a été prise pour le coup pour des raisons totalement idéologiques. Et c'est mauvais, encore une fois, on peut avoir des convictions, mais quand on a du pouvoir et qu'on agit de manière idéologique et avec des œillères, c'est jamais bon, et c'est toujours, l'idéologie dans ce cas-là est toujours mauvaise conseillère, et quand elle est extrémiste, et c'était le cas de cette décision de fermeture de Fessenheim, même si on peut avoir le débat sur le nucléaire, et c'est un vrai débat, que sans doute à terme, un jour, Fessenheim aurait dû fermer, parce que c'est une ancienne centrale, mais il n'y avait pas de raison de la fermer aussi rapidement.
Je rappelle quand même que ce sont sur notre territoire ici environ 3000 emplois qui sont concernés par cette fermeture. Et on avait alerté justement, et certains de mes collègues, notamment Raphaël Schellenberger, qui est le député de la circonscription de Fessenheim et qui était très en pointe dans ce combat-là, n'avait cessé d'alerter les pouvoirs publics sur le risque justement de cette fermeture hâtive sans l'avoir préparé, ce risque qui pesait sur les uns et les autres de rupture de courant. Eh bien, la ministre vient de l'avouer, mais après la fermeture, donc c'est encore une fois un manque total d'anticipation, sans compter, et ça c'est sur le plan des principes et de l'écologie, qu'à cause de ça, on risque de devoir être alimenté, et c'est un comble, par les centrales à charbon situées en Allemagne. Centrales à charbon. Alors là, pour le coup, pour l'environnement, c'est ce qu'il y a de pire. Donc vous voyez, c'est quand on fait passer l'idéologie avant le bon sens, eh bien ça pose des problèmes. C'est pour ça que moi j'ai toujours défendu d'ailleurs une écologie de bon sens, une écologie pragmatique. C'est d'ailleurs un rapport qui a été soumis ce matin, le rapport sur le développement durable soumis ce matin, là je parle dans mes fonctions de conseiller départemental, en séance plénière au département. Et je me suis exprimé d'ailleurs pour me féliciter du fait que le département du Haut-Rhin est exemplaire en matière de développement durable, au travers de très nombreuses actions diverses et variées, et d'actions de sensibilisation. Il y a eu Saturbine qui était un vrai succès. Il y a toute la politique menée pour favoriser les modes de déplacement, l'écomobilité, mais on le fait de manière pragmatique, avec du bon sens. Et c'est comme ça qu'on avance sur ce sujet, qui est un vrai sujet de société, et qui nous concerne tous, et qui requiert de notre part tous une responsabilité vis-à-vis de notre planète, vis-à-vis de l'empreinte carbone qu'on laisse, vis-à-vis du respect que nous devons à la nature, à nos paysages et à nos réserves en énergie. Mais encore une fois, pour moi, l'écologie, le développement durable, c'est une prise de conscience, c'est de la pédagogie, c'est du bon sens, et c'est de l'écologie amie et pas de l'écologie punitive, parce que si on veut avancer, c'est la seule façon pour fédérer, et il faut fédérer et pas diviser dans ce domaine. Et puis il y a un troisième point dont je voulais parler avec vous, c'est l'évolution de la collectivité européenne d'Alsace à partir du 1er janvier de l'année prochaine, maintenant dans 40 jours à peu près. Eh bien, on verra enfin se reconstituer, on pourra à nouveau parler d'Alsace. Sur nos plaques d'immatriculation, on pourra à nouveau faire figurer voilà, le logo 68 dans le Haut-Rhin, surmonté, ça a été une discussion, il y a eu un sondage, un vote, avec du petit bretzel, le hacker. Donc on retrouve par là cette appartenance, mais comme je l'ai dit également en séance au département ce matin, évidemment c'est une première phase, parce que l'Alsace, ses valeurs, son avenir ne se résume pas à une plaque d'immatriculation, ça c'est de l'ordre du symbole, mais l'autre symbole c'est la création de la CEA, c'est pas qu'un symbole d'ailleurs, puisque la collectivité européenne d'Alsace va bénéficier d'un certain nombre de compétences supplémentaires, c'est une première avancée, mais il faudra continuer, parce que nous sommes attachés à l'Alsace, nous sommes attachés à l'Alsace qui est une terre qui n'est pas comme les autres, avec une histoire qui n'est pas comme les autres, avec des valeurs qui ne sont pas celles des autres et auxquelles nous tenons, qu'il faut continuer à faire vivre. Et c'est pour ça qu'on a toujours mal vécu et pas vraiment digéré l'inclusion de l'Alsace dans la région Grand Est, raison pour laquelle, avec la majorité de mes collègues, d'ailleurs l'unanimité de mes collègues du département du Haut-Rhin, de nombreux collègues du département du Bas-Rhin, la majorité, eh bien, nous œuvrons pour pouvoir récupérer un certain nombre de compétences pour que l'on reparle de l'Alsace, mais qu'on ne fasse pas qu'en parler, qu'on puisse la vivre. Voilà les 3 points sur lesquels je souhaitais revenir vers vous ce soir. Et maintenant, j'aimerais pouvoir répondre à vos questions. Alors, question, quel est le taux de Covid dans les hôpitaux à ce jour ? Alors à ce jour dans le Haut-Rhin, il y a 241 hospitalisations et 32 personnes en réanimation. On voit bien, les chiffres sont en train de s'améliorer, la progression a été stoppée. Ici ou là, il y a même un reflux. Pour moi, l'élément le plus intéressant dans l'analyse de la situation et la compréhension de la situation, c'est le R0, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on contamine, qui en contaminent d'autres. Il est aujourd'hui à 0,82, il est nettement en dessous de 1, ce qui prouve que la situation
s'améliore, et ce qui, je l'espère, devrait amener le président de la République, qui doit prendre la parole la semaine prochaine, je crois jeudi prochain, à nous annoncer, je l'espère, des bonnes nouvelles, avec un assouplissement du confinement. Il faudra sans doute rester dans des dispositions très strictes pour ne pas voir repartir la maladie et pour ne pas, parce que le virus n'est toujours pas réglé et il faudra vivre encore avec pendant sans doute quelques mois. Et je dis quelques mois parce que j'espère qu'il y aura un vaccin, que ce vaccin sera suffisamment fiable et sûr pour nous permettre d'être vaccinés contre ce virus et en finir et revivre normalement. En tout cas, c'est le vœu que nous partageons tous. Et aussi, j'espère que d'ici à la fin du mois, j'aimerais bien le 25, nous souhaitons d'ailleurs le 26 novembre prochain, que nous pourrons voir la réouverture de nos commerces. J'ai assisté hier soir avec de très nombreux colmariens, des commerçants, mais pas uniquement des commerçants, à la manifestation. On a bien senti les commerçants qui sont vraiment dans une situation terrible, humainement, parce que c'est leur métier, c'est leur travail, c'est leur situation qui est aujourd'hui extrêmement précarisée par le fait qu'ils aient été obligés de fermer leur commerce. Et ils sont très en colère et je partage totalement leur colère, je la comprends. Encore une fois, je n'arrive pas à comprendre comment on peut se rendre... par exemple, j'ai pris le train mardi pour aller à Paris. Il y a moins de trains, puisque il y a moins de gens, beaucoup de gens sont en télétravail, donc il y a moins de trains. Et du coup, moins de trains, ça veut dire beaucoup plus de monde dans les wagons. À l'arrivée à la gare, au départ à Colmar et encore plus à Strasbourg, il y avait un monde fou, et le wagon était plein. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus dangereux de se retrouver dans un wagon côte à côte avec des gens qu'on ne connaît pas, dans un train, que d'entrer dans un commerce avec une ou deux personnes en fonction de la surface. Donc c'est vraiment une situation totalement incompréhensible. Et j'espère que les commerces réouvriront rapidement. C'est aussi la période de Noël, c'est une période forte pour les commerçants. Je sais que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est plutôt favorable à cette option-là. Je crains que certains de ses autres collègues, comme le Premier ministre, voire comme le ministre de la Santé, ne soient pas sur cette longueur d'onde. Le président de la République tranchera. J'espère qu'il tranchera favorablement. Je parle des commerces, mais je pourrais parler, et je parle aussi des services. Je pense aux coiffeurs, je pense aux auto-écoles. Et puis, bien sûr, une pensée aussi pour nos amis restaurateurs et bars, restaurants et bars qui eux aussi sont dans une situation terrible de fermeture à une période où aujourd'hui, vendredi 20 novembre, ça devrait être, ironie du sort, le jour de l'ouverture des marchés de Noël. Donc rentrer dans une magnifique période avec beaucoup de monde, avec beaucoup d'animation, et de devoir être fermé, c'est un vrai crève-cœur pour les professionnels en question et pour nous. Et d'ailleurs, je salue l'initiative de la municipalité, du maire de Colmar, Eric Stroman, et de son équipe, d'avoir tout fait pour maintenir les illuminations de Noël qui démarrent ce soir. Ils ont eu raison, parce qu'il ne faut surtout pas rajouter de la sinistrose à la sinistrose. Et Noël, c'est pas de l'ordre du symbolique, c'est une fête importante, c'est une fête religieuse aussi, parce que c'est nos valeurs et c'est nos fondamentaux. Mais c'est aussi une fête des lumières avec, en plein hiver, la possibilité de voir scintiller effectivement et de briller notre ville. Et ils ont eu raison de maintenir ces dispositions. Je le salue. Dans quelle situation se trouve l'hôpital de Colmar à ce jour? Alors, là aussi, plutôt une bonne nouvelle. La situation est totalement sous contrôle. On n'est de loin pas, heureusement d'ailleurs, dans la situation dans laquelle on s'était retrouvé lors du premier confinement, mais il faut dire que le Haut-Rhin était un peu, malheureusement, l'épicentre du Covid. On n'est pas du tout dans cette situation, on est plutôt dans une meilleure posture que la plupart des autres départements. Tant mieux, pourvu que ça dure. Et donc, de ce point de vue-là, on peut être plutôt rassurant. On me demande si j'ai pensé à l'après-confinement pour les quartiers prioritaires au vu de la situation qui est déjà difficile. Oui, bien sûr que le corollaire, malheureusement, de la situation sanitaire, c'est la crise économique qu'elle produit.
déjà, l'économie en France, en Europe, dans le monde n'était pas très florissante avant et on avait déjà évidemment de gros soucis de chômage, de croissance faible et de situations difficiles. Évidemment, avec le Covid, avec la situation sanitaire, ça n'a fait qu'aggraver malheureusement les choses. Et puis, forcément, c'est des suppressions d'emplois et donc il n'y a pas que les quartiers prioritaires et populaires qui sont concernés, mais évidemment, les taux de chômage dans ces quartiers-là étant plus élevés, et la situation, je disais, il y a beaucoup de gens qui risquent de perdre leur emploi, mais quand on n'en a pas, aujourd'hui c'est encore plus difficile d'en trouver un qu'avant, et forcément ça pèse sur la situation des uns et des autres. Le gouvernement a mis en place un plan de relance doté de plus de 100 milliards d'euros qu'il faudra sans doute renforcer parce qu'il faudra au sortir de cette situation-là pousser l'économie, aider l'économie à redémarrer, aider l'offre, c'est-à-dire les entreprises. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent avec les prêts garantis de l'État, avec d'autres, les fonds d'aide et les fonds résistance. Évidemment, il faut soutenir les entreprises qui doivent être aidées pour passer ce cap, pour qu'elles puissent maintenir l'emploi. Et il faudra sans doute également soutenir la demande, donc par le biais du pouvoir d'achat, pour que les uns et les autres puissent faire fonctionner l'économie et qu'on ne se retrouve pas effectivement dans une situation encore plus dramatique qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Autre question, lors du déconfinement, au 1er décembre, la jauge devrait passer à 8 mètres carrés par personne dans les commerces. Sera-t-elle aussi appliquée pour les grandes surfaces et pas que pour les petits commerçants? Car sinon, cela s'appellerait de la discrimination. Bon, lors du déconfinement au 1er décembre, moi j'espère que le déconfinement pour les commerces, en tout cas, déconfinement non, mais la réouverture des commerces aura lieu avant le 1er décembre. C'est très tard le 1er décembre. Voilà. Chaque jour de perdu est un jour terrible pour les commerces. Donc j'espère que ça arrivera avant. Peut-être que la jauge, sans doute que ça arrivera avant avec des mesures sanitaires renforcées en fonction du nombre de mètres carrés. Mais ça pose pas de problème. S'il faut attendre à l'extérieur du commerce pour attendre que la personne qui est à l'intérieur sorte, c'est mieux que rien et il faudra sans doute s'en contenter. Et encore une fois, il faut aussi faire en sorte que le virus ne redémarre pas et qu'on ne se retrouve pas à nouveau dans la situation d'aujourd'hui. Donc ça ne sera pas une porte ouverte à tout, il faudra rester vigilant. Et c'est aussi notre responsabilité d'ailleurs de l'être, au-delà des obligations qui pèseront sur nous. En ce qui concerne les grandes surfaces, elles sont soumises aux mêmes règles, d'ailleurs en fonction de la surface en elle-même. Et c'est vrai qu'on m'a posé la question la semaine dernière, souvent je crois certains d'entre vous qui me disent oui mais dans les grandes surfaces il n'y a pas de contrôle. J'ai posé la question au préfet la semaine dernière qui m'a dit avoir fait un contrôle de toutes les grandes surfaces et m'avoir garanti, c'est pas toujours visible par nous et moi-même je ne l'ai pas constaté mais on me dit que ça existe, qu'il y a des gens qui comptent à l'entrée des grandes surfaces, qu'on ne les voit pas forcément et que quand la jauge est dépassée, eh bien, ils ferment les portes. J'espère que c'est vrai, parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison que les mêmes règles ne soient pas appliquées ici ou là. Et je vais relancer cette question parce que, effectivement, elle est judicieuse. Avez-vous l'application anti-Covid sur votre téléphone? Oui, c'est pas une obligation, mais je pense que là encore, c'est une mesure de bon sens. On doit se protéger soi-même, mais on doit protéger aussi les autres. Et je pense que ce qui n'a pas bien fonctionné pendant le premier confinement et qui doit mieux fonctionner maintenant si on veut éviter de se retrouver dans une troisième vague, surtout pas, eh bien c'est le tracer, c'est tester, tracer et confiner. Il faut absolument aller vers ça parce que si des gens sont positifs, il faut absolument éviter qu'ils ne contaminent d'autres personnes. Il faut donc faire des tests. Il faut qu'il y ait une traçabilité et cette traçabilité passe par un certain nombre d'applications, notamment anti-Covid, même si j'entends bien les remarques des uns et des autres aussi. On a l'impression, on a tellement tracé tout au long de notre vie, dès qu'on paye par carte avec un téléphone, etc. C'est un peu Big Brother et il faut faire attention à ça, parce que moi je suis de ceux qui disent qu'il ne faut pas non plus qu'on soit en permanence sous l'œil d'une caméra et qu'on soit, parce que c'est aussi une question de liberté, mais à un moment donné, le sens des responsabilités l'emporte. Et encore une fois, il faut vraiment tout faire pour sortir de cette situation. Parce que le deuxième confinement dans lequel on vit est déjà insupportable.
insupportable psychologiquement, insupportable économiquement. Il ne faudrait vraiment pas retomber dans une troisième vague, et donc il faudrait être vigilant. Les décorations de Noël de Colmar sont jolies, mais on n'a pas le droit de sortir le soir, donc comment faire pour aller voir les décorations? Voilà, on a le droit de sortir dans un rayon d'1 kilomètre, 1 heure par jour. Certains qui habitent en ville le verront depuis la fenêtre. Et puis les décorations de Noël habituellement elles durent jusqu'à la fin de l'année. Donc j'espère que dans quelques jours, encore une fois, le confinement sera assoupli et on pourra tous bénéficier de ces magnifiques lumières qui encore une fois, nous mettent du baume au cœur. Ça serait pire que tout de ne pas allumer, de ne pas illuminer la ville. Encore une fois, ne rajoutons pas de la sinistrose à la sinistrose. Si les commerces ouvrent mais qu'on ne pourra que sortir pour des produits essentiels, comment pourrions-nous les soutenir sans se faire verbaliser? Eh bien, si les commerces ouvrent, j'imagine que l'attestation évoluera et que on pourra aller faire, on sera autorisé à sortir pour aller faire ses courses, pour acheter des produits de première ou de deuxième ou de troisième nécessité. Donc il y aura sans doute une évolution de l'attestation nous permettant d'aller faire nos courses. Sinon, évidemment, ça ne servirait à rien. J'ai une question concernant la réouverture des commerces. Dans l'hypothèse où la date serait le 27 novembre, j'espère, ça c'est mon commentaire, quand sera-t-il du montant des fonds de solidarité? Est-ce que 10 000 € actuels seront maintenus pour les commerces fermés ou est-ce qu'il y aura une prise en compte du chiffre d'affaires entre le 27 et le 30 et les magasins réouvriront? Est-ce qu'ils subiront une baisse de l'aide? Oui, c'est une bonne question. Attendons déjà la décision du gouvernement par rapport à ça. Et je pense qu'ils annonceront d'autres textes qui tiendront compte de cette date, mais je ne peux pas aujourd'hui anticiper. On ne sait pas quand est-ce que les commerces réouvriront et ce que ça supposera. Donc je peux difficilement répondre à cette question, mais néanmoins je la garde sous le coude quand même, votre question. Pensez-vous qu'il y a du lobbying organisé par les grandes surfaces à l'Assemblée? Honnêtement, non. Je ne vois pas, parce que d'ailleurs, moi je n'étais pas très satisfait de la réponse du gouvernement. On n'avait pas demandé au gouvernement de fermer certains rayons dans les grandes surfaces. On avait demandé la réouverture des commerces. Et la réponse du gouvernement, au lieu de ouvrir les commerces, ça a été de fermer certains rayons. Ce n'est pas ça qu'on avait demandé, parce que les grandes surfaces, il y a aussi des gens qui y travaillent, c'est aussi de l'emploi, et c'est aussi des débouchés pour les fournisseurs qui eux-mêmes ont de l'emploi. Je veux dire, un système économique, il vit de différents éléments, c'est une grande chaîne, et donc les grandes surfaces ont aussi un rôle économique important, et en termes d'emploi, y compris. Donc je ne verrais pas l'intérêt d'avoir fait du lobbying là-dessus. En revanche, c'est vrai que se pose la question aussi, bien sûr, du e-commerce, tout le débat sur Amazon. J'ai co-signé d'ailleurs une proposition de loi visant à taxer les transactions d'Amazon, parce que, Amazon, évidemment, moi ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que si on veut protéger nos commerces de centre-ville, si on veut protéger l'activité économique dans nos villes, dans nos communes, eh bien, on a aussi, nous, citoyens, consommateurs, un rôle à jouer. On est des acteurs. On ne peut pas toujours demander aux autres de faire les choix à sa place. Moi, si je veux privilégier les commerces, sauf si j'ai un besoin urgent, je ne commanderai pas sur Amazon ou sur un autre site. Je vais attendre pour, même si ça arrive après, commander chez un commerçant de centre-ville. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous savez, moi, c'est sûr que c'est facile aujourd'hui de commander sur Amazon et autres, mais il faut être conscient que ça a des répercussions dans sa vie quotidienne, sur son environnement et sur l'environnement de sa ville. Donc à nous aussi d'être, là encore, responsables. Mais Amazon crée aussi des emplois. Moi, je connais des entreprises qui ont fait très local, souvent des toutes petites entreprises qui ont fait référencer leurs produits par Amazon, qui s'occupent d'ailleurs du stockage et qui s'occupent ensuite de le mettre sur sa plateforme. Et cette toute petite entreprise, j'en connais une à Colmar, où ce sont 2 personnes qui travaillent dans leur garage, à la maison, qui ont fait référencer leurs produits sur Amazon et qui ont des commandes dans le monde entier, à Moscou, aux États-Unis. Évidemment, à leur niveau, ils ne pourraient pas les démarcher
des clients à Moscou ou aux États-Unis, ça leur coûterait une fortune. Ils ne pourraient pas faire de la pub mondiale. Et Amazon leur rend service aussi de ce point de vue-là. Et Amazon fait travailler énormément aussi d'entreprises locales, de fournisseurs locaux, parce que les produits qui sont vendus par Amazon, ce n'est pas Amazon qui les construit. Amazon ne fait que les distribuer. Donc il y a aussi des débouchés. Là encore, il ne faut pas toujours avoir qu'une vision négative. En revanche, ce qui me gêne, et c'est la raison pour laquelle je le disais tout à l'heure, j'ai signé une proposition de loi qui vise à taxer un peu plus les transactions faites en ligne, notamment celles en provenance d'Amazon, c'est qu'Amazon ne paye pas d'impôts en France. Parce qu'ils se sont organisés, en tout cas la grosse partie d'Amazon s'est organisée pour avoir des sociétés, notamment installées au Luxembourg, et ne pas payer d'impôts en France, et d'ailleurs de quasiment pas en payer au Luxembourg. Ça, c'est choquant. Ça, c'est pas normal. Parce que du coup, là, il y a une vraie distorsion de concurrence entre une entreprise qui gagne de l'argent grâce à nos commandes, voilà, mais qui néanmoins concurrence des commerces qui, eux, payent des impôts, voilà. Donc ça, c'est un vrai souci. Et c'est pour ça qu'il faut remettre de l'ordre dans notre système économique mondial. On parle de la mondialisation, c'est un vaste sujet, sur lequel d'ailleurs on pourrait très bien le moment venu avoir un débat, et, parce que c'est un vrai débat. La mondialisation comme ça, tout azimut, c'est pas bon. Il faut des règles, il faut aussi des règles pour éviter les distorsions de concurrence, et éviter aussi les injustices, et ça je suis le premier à le dénoncer, c'est pour ça que je ne suis pas un fan d'Amazon, mais il faut aussi se dire que derrière, il y a quelques entreprises, y compris françaises, y compris locales, qui en vivent. Si les commerces ouvrent le 27, sera-t-il également possible de reprendre le sport au moins à l'extérieur? Alors ça aussi, ça m'a mobilisé la semaine dernière avec mes collègues du groupe Les Républicains, où j'ai co-signé une tribune qui a été écrite par un de mes collègues, parce que alors là, pareil, je ne comprends pas. La règle du kilomètre, d'ailleurs j'ai aussi du mal à la comprendre. Éventuellement dans une grande ville, 1 kilomètre, avoir le droit de sortir sur un rayon d'1 kilomètre, parce que c'est un rayon d'1 kilomètre, ça peut se comprendre, mais quand on habite à la campagne, en lisière de forêt, ne pas avoir le droit de se déplacer de plus d'1 kilomètre, j'ai envie de dire c'est un peu infantiliser les gens. Parce que plus on réduit le périmètre, plus on s'agglutine, plus on est nombreux. Alors que si on va se promener en forêt, en montagne, il n'y a personne, ben on prend aucun risque et on fait prendre aucun risque à personne. Donc là encore, mettons du bon sens. C'est pareil pour le sport. Aller faire du vélo en montagne, aller courir dans un périmètre plus large, c'est moins dangereux que tous se retrouver au même endroit. Et voilà, donc ça fait partie des non-sens qu'avec d'autres de mes collègues on a dénoncé. On n'a pas été entendu par le gouvernement. J'espère que dans les assouplissements qu'annoncera le président de la République jeudi, le sport fera partie. Je pense aussi à la culture. Hein. On a bien vu un effort financier qui a été annoncé, c'est 450 millions d'euros qui ont été débloqués par le gouvernement pour venir en aide aux associations sportives qui sont en difficulté, aux clubs, qui sont également en difficulté parce qu'ils ne peuvent plus programmer de manifestations, il n'y a plus de recettes, il n'y a plus d'activités. La culture aussi. La culture, c'est fondamental dans notre pays. La France, exception culturelle, la France, pays de la culture, le pays du livre. On a des associations qui sont aujourd'hui en difficulté. Et moi, je réclame et j'ai écrit sur le sujet aujourd'hui. J'ai co-signé là encore un texte que j'ai publié tout à l'heure sur les réseaux sociaux, vous pouvez le voir, qui demande au gouvernement un effort pour la culture. Donc là aussi, c'est très clair. Et puis, dernière question, je dois déménager ma belle-fille de Strasbourg vers Colmar. Ai-je le droit? Oui, les déménagements sont autorisés, il faut juste prouver l'existence de déménagement, voilà. Mais voilà, le déménagement est autorisé, vous pouvez même être à 6 personnes à le faire, maximum 6, c'est autorisé. Voilà, c'était la dernière question. J'ai juste un point sur lequel je revois parce que je viens d'avoir l'information en même temps que je vous parlais. Je vous parlais de la loi sur la sécurité globale qui est actuellement discutée au Parlement. Apparemment, ça a de nouveau généré, au moment où on se parle d'ailleurs, d'énormes manifestations. Encore une fois, les manifestations, c'est une chose, mais des dégradations, des violences, ça je le condamne. Dans une démocratie, on ne peut pas accepter les violences, elles sont inexcusables.
On a malheureusement dans ce pays un problème, mais je l'ai dit, je le redis, d'autorité, un problème d'ordre. On a des groupuscules gauchistes qui veulent mettre à bas la République, qui veulent saper les fondements de la République qui reposent quand même sur le respect de la loi, sur le respect de l'ordre. On peut ne pas être d'accord, on peut le contester, on peut l'exprimer, mais dans un cadre légal. Et quand on sort du cadre légal, eh bien, il faut une réaction à la hauteur de cela. Et moi, je condamne totalement ces débordements. J'espère qu'ils seront réprimés, parce qu'on ne peut pas l'accepter dans une démocratie. Et vraiment, je tiens là-dessus un discours d'une totale fermeté. Bien, bah écoutez, n'hésitez pas à regarder mon compte-rendu de la semaine que je vais publier à partir de demain samedi. Je vous propose aussi lundi, pour ceux qui ne voudraient pas s'exprimer comme ça devant tout le monde, poser des questions, une permanence par téléphone. Vous pouvez m'appeler à mon local entre 9h et 10h lundi prochain au 03 68 610 605 610 605 03 68 610 605 si vous voulez prendre un rendez-vous pour me poser une question au téléphone, et comme ça on pourra traiter des cas qui seraient plus personnels. Je continue à faire des zooms avec les professionnels. J'en aurai un d'ailleurs lundi après-midi. Et je vous annonce aussi pour vendredi prochain, avant mon Facebook Live, mais je le publierai sur les réseaux, arrivera devant l'Assemblée nationale une loi qu'on appelle séparatiste, qui est en train de changer de nom. Et oui, pardon, c'est pas vendredi prochain, c'est lundi 30 à 18h30, mais j'y reviendrai, parce qu'il y aura un sujet notamment qui concerne l'école à domicile. Un certain nombre d'entre vous pratiquent ça là. Au lieu d'inscrire leurs enfants à l'école, ils font l'instruction à domicile. C'est autorisé, les choses pourraient évoluer, et je souhaiterais, avec ceux qui sont intéressés, avoir un débat. J'avais dit aussi que je ne voudrais pas voter des lois. Je ne suis pas un spécialiste de tout, je n'ai pas une réponse, je ne connais pas tous les sujets. Donc je veux me nourrir de votre expérience, de votre connaissance, avant de déterminer ma position lorsque la loi sera proposée au Parlement. Et donc je vous proposerai ce débat sous forme de Zoom, puisqu'on ne peut pas se voir aujourd'hui dans la période dans laquelle nous sommes, le lundi 30 à 18h30, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. En attendant, bonne soirée, bon week-end, prenez soin de vous et à bientôt.